motivations et les valeurs qui nous ont conduits à mener cette liste sont principalement l'intérêt commun, et ça c'était une des priorités que j'ai mis et qui a fait que j'ai constitué cette liste, c'est que chaque personne qui a adhéré à notre programme, à notre projet, avait la volonté expresse de mettre l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. C'est-à-dire que chaque personne qui vient ici a la volonté de servir la communauté et surtout d'apporter quelque chose avec beaucoup plus de devoirs et d'obligations que de droits. Pardon. Nos maîtres mots sont l'équité, la volonté systématique que toute personne ait les mêmes droits. Le pragmatisme et l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va rechercher au sein en particulier, parce qu'on en parlera durant la soirée, de la communauté urbaine, la nécessité de communiquer avec nos voisins. La communauté urbaine aujourd'hui c'est 54 communes, donc on aura 3 voix sur 130 électeurs. La nécessité de communiquer avec ces personnes-là. Chaque projet qu'on aura la nécessité de monter sera ou pas subventionné par la communauté urbaine, et ce sera le vote de ces 130 électeurs qui nous permettra de l'obtenir. Donc le pragmatisme, c'est savoir aussi discuter, négocier, et savoir aussi être en permanence en capacité d'échanger avec les différentes communes et d'apporter aux autres des choses. Ça fait aussi partie de notre programme avec, entre autres, la maison cantonale des services sur laquelle je reviendrai plus tard. L'anticipation, ça c'est un mot qui a été une des bases également de notre programme, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, de mesurer les conséquences qu'il va y avoir, de savoir que chaque action a un coût, mais il y a des conséquences induites. Chaque projet nécessite aussi des frais de fonctionnement, des frais d'organisation, et que cette anticipation, elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle est indispensable si on a le respect de l'argent dépensé. Chaque euro dépensé ne peut être dépensé que si on a cette conception de l'anticipation. Sinon, on peut, connaissez tous cette expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je peux vous la refaire bien, mais si à un moment ou à un autre, je dépense d'une façon sans mesurer l'enchaînement des conséquences, je peux tout à fait dépasser mon budget. Si je n'anticipe pas les conditions de fonctionnement d'une salle multiservice avec 600 places assises, comment je la rentabilise? Pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment la nécessité d'avoir cet équipement dans ma commune? Est-ce que je vais avoir la capacité de la remplir? Est-ce que je vais avoir les spectacles qui vont savoir? Combien ça va coûter? Tout ça, c'est nécessaire de l'anticiper. Si on monte un projet simplement pour se faire plaisir et qu'on n'est pas capable de savoir pourquoi on le monte, dans quelles conditions et comment on va l'exploiter, et comment on va le faire fonctionner, et comment on va le rentabiliser, eh bien ça ne sert à rien. La concertation, la transparence et le respect sont des valeurs fortes. La transparence, c'est dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. C'est également ne rien cacher. C'est aussi dans notre démarche par rapport aux journaux de campagne qu'on a montés pendant les 8 dernières semaines, c'est la volonté également de réunir une fois par an l'ensemble des Octevillais, de faire un point, de leur expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, des fois ce qu'on a mal fait, pour faire en sorte de ne pas refaire les mêmes erreurs, et aussi faire en sorte que les gens avec lesquels on fonctionne, que ce soit les salariés, les élus, mais également l'ensemble des associations, le corps associatif étant un élément important et déterminant dans le bon fonctionnement d'une communauté comme une commune d'Octeville, on ne peut pas fonctionner si les choses ne sont pas claires au départ, si le contrat n'est pas donné. Et donc, on en reparlera tout à l'heure sur les projets de développement que nous avons, en particulier avec le fonctionnement des associations. On veut donner de la transparence et surtout de la visibilité aux gens. Donc, on arrive naturellement au projet. Comme je le disais, les associations, c'est un élément fort et déterminant d'une structure. Aujourd'hui, à Octeville, je m'en félicite le premier, j'ai été président d'une association pendant quelques années, et il est nécessaire, et ça marque le dynamisme. Et je pense qu'Octeville est une des communes, et je pense que tous les présidents d'associations sont d'accord avec moi, je pense que tous les adhérents d'associations sont d'accord avec moi, on a un taux d'adhésion dans les associations qui est très 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 important. Et ça, c'est une vraie richesse. Mais ça nécessite d'avoir des subventions, et ces subventions,
alors je suis content parce qu'a priori cette idée a été reprise, c'est d'avoir une visibilité sur les subventions sur une durée suffisamment longue qui permette à ces associations de pouvoir se projeter. Pour ce qui me concerne, avec mon équipe, on considère que sur 5 ans, c'est la bonne durée, pour une raison toute simple, c'est qu'un mandat de maire, c'est 6 ans, et on n'a pas à faire supporter à l'éventuelle équipe qui nous suivrait nos décisions. Donc, la première année, ce n'est pas nous qui choisissons, on hérite du budget qui a été voté précédemment, et les 5 années suivantes, c'est notre décision. Donc, c'est donner une visibilité, permettre aux présidents d'associations de pouvoir se projeter et d'avoir une sécurisation, une pérennisation, une sanctuarisation de leurs subventions. La mise en place d'un service de recherche de subventions. Pourquoi? Partout, à l'heure actuelle, on entend quotidiennement qu'il y a des baisses de dotation de l'État, qu'il y a des baisses de ressources et que, de toute façon, à un moment ou à un autre, on ne peut pas redistribuer de l'argent qu'on n'a pas. Par contre, on a aussi des besoins. Il existe également des dispositifs, entre autres des accords, en particulier depuis que les paris en ligne ont été institués. Il existe des sociétés, il existe des fondations qui ont vocation à subvenir ou à associer leurs ressources avec des associations sportives. Je pense à la Française des Jeux, je pense à Billing, les sociétés de paris en ligne, le PMU, qui a signé des accords avec le foot, par exemple, et qui aujourd'hui a plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont accessibles. Le problème, c'est que monter ces dossiers, c'est toujours complexe. On a une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'associations sportives, entre autres sur Octeville. Ces associations ont toutes leurs problématiques, une charge administrative qui est de plus en plus lourde. Et si c'est remonter des dossiers supplémentaires, c'est compliqué en plus, c'est une charge de travail et c'est souvent fait par des bénévoles. L'idée, c'est de mutualiser ces structures, enfin une structure qui permettra de monter ces dossiers, mais de les décliner pour les différentes associations et leur permettre d'obtenir ces ressources, en fait d'aller les solliciter. Alors bien évidemment, ça ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois, mais si c'est permettre de récupérer 500 € à droite, 1000 € à gauche, 2000 par-ci, 500 ou 300 à côté, ça permettra autant d'avoir des ressources supplémentaires, donc de faire fonctionner ces associations, sans pour cela gréver le budget de la commune et en prenant une certaine autonomie. Enfin, il y a aussi d'autres possibilités, j'ai évoqué avec certains présidents d'associations, c'est d'assurer une diversification quant à l'activité qui peut être proposée, d'élargir à des publics de personnes malades, de personnes âgées, de personnes handicapées, et d'aller solliciter des ressources différentes auprès de la CAF, auprès de la CRAM, auprès des fondations comme Humanis, parce qu'en fait, si on permet à des gens de garder une meilleure autonomie, ou de s'intégrer, ou de s'insérer dans la vie sociale, ça permet, on a la possibilité de ce fait-là de financer ou de cofinancer l'intervention d'un entraîneur, l'intervention d'un animateur, et ces subventions-là, qui sont versées, ne coûtent rien à notre collectivité, mais permettent à une structure associative de financer une partie d'un salaire, parce qu'aujourd'hui, on demande à des entraîneurs d'être de plus en plus diplômés, d'être de plus en plus compétents, mais le problème, c'est qu'une association sportive a souvent peu les moyens de financer la totalité d'un salaire. Elle finance un quart-temps, un tiers-temps, un deux-tiers-temps, mais jamais un salaire complet. Là, ça permettrait effectivement d'avoir un déploiement, avoir des structures et d'avoir du personnel qui soit retenu sur la commune, ce qui permet aussi de travailler sur des projets plus ambitieux pour les associations qui le souhaiteraient. Et ça permettra à d'autres associations, effectivement, de développer et d'attirer vers elles des populations différentes et en leur permettant d'accéder à des sports auxquels elles n'avaient pas forcément l'idée de pouvoir participer. Ensuite, un de nos grands projets, c'est la maison cantonale des services. Alors, maison cantonale des services au public, qui va être un lieu de rencontre, qui va être un lieu intergénérationnel, qui va permettre de faire beaucoup de choses. Alors, pourquoi cantonal? Déjà, on va commencer par le nom. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui aujourd'hui peuvent être mutualisés. Et à mon sens, au sens de mon équipe, il est ridicule de vouloir absolument, à chaque fois,
posséder un bien. Ce qui est important, c'est d'avoir le service attenant, de permettre à la population et éventuellement de faire bénéficier à d'autres populations d'un même service. Et donc, Octeville, depuis peu, est devenu chef-lieu de canton. En élargissant, en finançant ou en indiquant qu'effectivement c'est une maison cantonale des services, on se donne la possibilité d'accéder à d'autres types de subventions, de financement pour la créer, entre autres des subventions européennes, auxquelles nous n'aurions pas le droit si cette subvention, si cette maison, pardon, était une maison municipale des services. Le simple fait de l'étendre au canton nous donne une autre possibilité. Ça rentre aussi dans le sens de l'image de l'intercommunalité dont on fait partie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se fermer d'un côté et vouloir s'ouvrir de l'autre. Il faut être cohérent. Et ça permettra également d'avoir donc une maison plus dynamique, d'attirer bien évidemment plus facilement beaucoup plus de permanence, que ce soit de Pôle emploi, que ce soit de la mission locale, que ce soit de la CAF, que ce soit de la CRAM, que ce soit d'organismes ou de concessionnaires de réseaux, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, et on veut y adjoindre un certain nombre de services d'information et d'aide à la construction ou au montage de dossiers pour la rénovation urbaine, qui peuvent être souvent, qui sont des dispositifs qui dépendent de l'intercommunalité urbaine. On veut aussi y associer des dispositifs, c'est-à-dire des salles qui soient des espaces plutôt culturels pour les associations qui n'ont pas forcément aujourd'hui d'endroits spécifiques pour pouvoir travailler. Y implanter au niveau de la culture une bibliothèque, une ludothèque et une petite médiathèque, voire un espace plutôt dédié aux adolescents, parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître, c'est que quand on est entre 14 et 18 ans à Octeville, il n'y a pas grand-chose. Si on fait du sport, oui, c'est très bien. Si on veut trouver un lieu de rencontre, c'est un peu plus compliqué. Et bien évidemment, un point sur lequel je suis très sensible, c'est l'accompagnement aux démarches administratives, en particulier contre la fracture numérique, à la fois pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, la connaissance, la maîtrise de l'informatique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des démarches se font par Internet. Si on n'a pas dans sa famille quelqu'un qui maîtrise le sujet, bah, c'est compliqué. Si la fracture numérique, dont on entend souvent parler, bah, ça commence par le fait de perdre des fois certains droits, parce qu'on ne sait pas faire une démarche, parce que c'est compliqué quand on est déjà actif et qu'il y a certains, parce que les sites Internet ne fonctionnent pas tous de la même façon, et donc avoir des dispositifs qui permettent à ces personnes d'accéder à ces réseaux, à ces ressources, c'est la première étape pour l'intégration et pour que les gens vivent bien. Parce qu'on parle toujours de la nécessité de maintenir les personnes sur notre territoire. Les personnes âgées, bah, c'est aussi de leur apporter ça, mais on ne parle pas non plus que des personnes âgées, parce que malheureusement, il y a aussi, il ne faut pas l'occulter, hein, le rapport PISA, qui est le rapport sur l'éducation nationale et sur le classement de la formation et de l'éducation au niveau des différents pays, démontre que la France régresse régulièrement et qu'il y a de plus en plus d'analphabètes en France, c'est-à-dire qu'en moyenne, actuellement, on a quand même une population entre 8 et 10% de la population qui sort de l'école, qui n'a pas la maîtrise du lire, écrire, compter. Donc, quand on sait à peine lire, écrire, compter, ben, faire une démarche sur Internet, ça devient carrément, ça tient de l'exploit. Donc, il faut pouvoir accompagner les personnes, sans les assister forcément, mais leur permettre d'avoir cette aide, ce service à disposition, qui s'intègre totalement dans cette maison cantonale des services. Alors, dans notre projet, il y a un dispositif qui a été oublié depuis des années sur Octeville. Les chiffres sont éloquents, malheureusement dans le mauvais sens. En 2011, il y avait 6,8% de chômeurs à Octeville-sur-Mer. Il y avait en nombre 178 chômeurs. En 2016, on était à 7,4, il y avait 203 chômeurs. Au 31 décembre 2019, il y avait 320 chômeurs, soit un peu plus de 13%. Alors c'est quand même paradoxal, c'est que techniquement, pendant la même période,
De 2011, on était très en dessous de la moyenne nationale. En 2019, on est très au-dessus de la moyenne nationale. Alors, vous allez me dire, où est-ce que j'ai été chercher mes chiffres? Tout simplement, sur Internet, sur l'INSEE, il y a 2 sites qui sont intéressants, l'INSEE et Pôle emploi. Donc, le chiffre que j'ai récupéré, c'est Pôle emploi 2019, 31 décembre 2019, 320 chômeurs. Ramené sur la population active, c'est un tout petit peu moins de 13%. À mon sens, pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème, il n'y a pas eu d'action. Donc la maison cantonale des services sera un des dispositifs qui permettra d'identifier et d'aider au retour à l'emploi à des chômeurs, leur trouver aussi de réunifier et de trouver des offres de formation, des offres, parce que il faut dire ce qui est. Octeville, on est près du Havre. On est près du Havre si on a une voiture. On est près du Havre. Et si on est sur un hameau, parce que c'est clair que moi-même je demeure sur un hameau, ça ne me pose pas de problème, j'ai un véhicule. Mais quand on n'a pas de voiture, se rendre à Octeville, c'est compliqué, on va en parler tout à l'heure, c'est un de nos projets aussi, de désenclaver ou de permettre à des gens qui soient isolés dans les hameaux de pouvoir circuler et de relier, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce que ça peut être des gens qui soient à la fois relativement jeunes, des ados, pré-ados ou jeunes adultes, et des personnes plus âgées qui n'ont plus forcément l'usage d'un véhicule. Donc par rapport à ça, au niveau de l'économie et du commerce, il est nécessaire, si on veut pouvoir trouver des solutions, c'est de développer de l'activité économique, parce que plus on développera l'activité économique sur notre territoire, plus on a de chances de proposer des emplois aux gens qui habitent le territoire. Que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects. Donc la première chose, c'est d'accompagner l'union commerciale, parce qu'il faut faire reposer notre offre et travailler en accompagnement avec les gens qui travaillent déjà sur le territoire. On souhaite également développer la zone des Hautes-Vallées. Pourquoi? Si vous allez y faire un tour, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il est nécessaire de redévelopper, de retrouver un dynamisme par rapport à ça. Je souhaite d'ailleurs mettre en place une pépinière d'entreprise qui serait aussi un incubateur, c'est-à-dire qu'en fait permettre, alors pourquoi privé? C'est pour simplement, ça coûte pas, fiscalement ça ne coûte rien à personne, et il existe aujourd'hui des établissements financiers qui sont prêts à financer ce type d'établissement, ce type de structure. Tout simplement, c'est pas de la philanthropie, hein. C'est que ça leur permet, en aidant des créations d'entreprises, d'avoir dans leur esprit un retour, c'est-à-dire d'avoir une fidélisation des clients qu'ils ont aidés à lancer. Ça marche très bien, il y a eu des exemples à Caen, à Rouen, il y en a eu dans d'autres grandes villes en France. Il y a des établissements financiers, que ce soit le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la BNP, la Société Générale, qui se sont lancés dans ce type d'opération. L'intérêt, c'est qu'effectivement, ça permet à des entreprises de venir s'implanter. C'est des conditions d'accès pour des jeunes entreprises qui sont attractives. Ça va permettre aussi d'avoir des opportunités d'emploi pour notre territoire. Bien évidemment, il ne pourra pas y avoir de discrimination ni positive ni négative, hein, ce n'est pas le jeu. Le jeu, c'est de dire, on fait venir de l'activité. Ça donnera aussi un dynamisme aux commerçants, parce que les gens qui viendront travailler à Octeville auront beaucoup plus de chances de déjeuner à Octeville, de faire leurs courses à Octeville. Et donc, à ce moment-là, ça sera une masse de clients supplémentaires pour nos commerçants, qui en ont bien besoin. Parce que, pour en avoir discuté avec certains commerçants, globalement, ils vivent principalement avec les habitants du bourg, et moins avec les habitants des hameaux. Je vous rappelle, pour mémoire, que Octeville, c'est 2000 habitants dans le bourg, 4000 habitants sur les hameaux. Donc, ils tournent avec une clientèle de 2000 habitants, majoritairement. Et au niveau de la maison cantonale des services, donc c'est là où on a l'effet de croisement et d'anticipation, parce que quand on reprend les valeurs que je vous ai exposées tout à l'heure, c'est cette volonté, c'est de réfléchir aux actions et de voir les conséquences à la fois ou positives, dans certains cas négatives, mais là en l'occurrence positives, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura identifié les gens qui sont en recherche d'emploi, à partir du moment où on aura identifié et qu'on aura les gens qui sont en recherche de formation et que de l'autre côté, on aura la possibilité de trouver des solutions d'implantation d'entreprises, ça permettra beaucoup plus facilement de permettre à ces entreprises et de leur présenter les bons candidats, au moins, après qu'ils les choisissent ou qu'ils les choisissent pas, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Mais au moins, on aura essayé. Alors, dans nos projets,
On a aussi un projet beaucoup plus, je dirais, communal, parce que là, ça ne peut pas être financé par des fonds autres que classiques. On a le souhait de regrouper au niveau à côté de l'école des Falaises, un ensemble scolaire où on remettrait une école primaire, une école élémentaire, un terrain de sport. Alors, c'est vrai qu'au départ, on avait parlé de terrain de foot. Enfin, c'était une zone herbeuse de terrain de sport. C'est d'avoir, en fait, autour du centre scolaire, des structures adaptées pour que les enfants puissent faire du sport sans que les enfants aient besoin de se déplacer, parce que toute personne qui aujourd'hui s'est occupée de petite enfance sait, ou d'enfance tout simplement, que plus on se déplace, plus c'est compliqué, plus il y a besoin d'autorisation, et dès qu'on sort d'un périmètre extrascolaire, ça nécessite un accompagnement d'adultes pour un nombre d'enfants, ça nécessite beaucoup de choses, et c'est toujours beaucoup plus risqué. Donc l'idée, c'est d'avoir un terrain de sport et aussi un mini-gymnase, c'est-à-dire une salle de sport. Bien évidemment, ces infrastructures qui seront communales seront à la disposition de certaines associations. Elles ne seront pas forcément aux normes des fédérations, elles ne seront pas forcément attitrées à un sport spécifique. Elles permettront aux enfants de faire du sport dans leur cursus scolaire, mais ça permettra d'avoir un regroupement, d'avoir aussi une simplification, parce que quand on a des enfants dans les 3 écoles aujourd'hui à Octeville, c'est compliqué d'aller les chercher en simultané. Donc, on souhaite également réfléchir et anticiper le mode de déplacement, c'est-à-dire de faire en sorte que les zones de circulation, les zones de stationnement, soient le moins risquées, le moins dangereux possible, à la fois pour les gens qui circulent à pied, mais aussi pour les gens qui circulent en voiture. Parce que le problème est d'avoir également des abris, parce que on est quand même dans une région où il pleut de temps en temps. Ça arrive, croyez-le bien. Je ne suis pas si vieux que ça et j'ai déjà vu de la pluie à Octeville. Et donc, il est nécessaire pour que les gens qui attendent, leurs enfants, ou qui veulent discuter un peu, de trouver aussi des zones d'abri. Parce que on n'a pas forcément, et si on a la possibilité de se protéger, on peut être un peu moins agressif sur les parkings, on peut se garer un peu plus loin, on prend un parapluie, on se déplace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de trouver des moyens de telle façon à ce que la vie sociale, y compris pour aller déposer et récupérer ses enfants, soit améliorée. Ça découlera, alors, il y a 2 projets qu'on a aussi, parce que je disais tout à l'heure, pour les 14-18 ans, c'était pas simple. Mais c'est pas simple non plus à Octeville quand on vieillit et quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter un logement. Et donc, on a 2 projets. Une colocation senior, qui est un domicile partagé entre 8 et 10 résidents, où les gens sont chez eux, où vous disposez d'un espace personnel privatif de 30 mètres carrés à peu près, avec la possibilité sans obligation, de prendre des repas ensemble, ou les animaux de compagnie. Parce que ça, c'est souvent un problème. Personnes âgées qui peuvent aller dans un centre, on leur interdit le fait d'avoir leur animal de compagnie. C'est un petit chat, un petit chien, ou que sais-je, un oiseau, ou n'importe quoi, n'importe quel animal. Eh bien, là, c'est une structure dans laquelle les animaux de compagnie sont acceptés et où il y a des auxiliaires de vie. Donc ça, c'est la colocation senior. Sur les journaux, on avait défini donc, cette colocation. Il y a eu une préemption il y a quelques mois, donc soyons clairs, que on utilisera tout ce qui sera à notre disposition pour pouvoir justement mettre en place nos projets. Et l'intérêt de ce dispositif, parce que vous avez dû lire aussi qu'on avait un déficit chronique important de logements sociaux, c'est que ces 8-10 résidences rentreront dans le décompte du retard de logements sociaux que nous avons. Donc, ce sera une première chose. La deuxième étape, une fois qu'on aura transféré les écoles, c'est qu'on souhaite transformer l'école Jules Verne en une résidence d'une 30aine de logements, toujours en location, pour personnes âgées, avec en
périphérie, enfin sur le côté, là, éventuellement, on réfléchira à l'installation de nouveaux pas de porte, parce que de toute façon, on a un bourg. Si on veut redynamiser le commerce, on ne peut le redynamiser qu'en augmentant aussi le nombre et l'opportunité, entre autres de réimplanter une poste, une vraie poste. Et on a le souhait de faire en sorte que avec une trentaine de logements, on rentrera également dans le quota des logements sociaux. C'est-à-dire que sur les 200 logements sociaux qu'on a en déficit aujourd'hui, ça nous permet d'en récupérer déjà une quarantaine. Bien évidemment, on n'oublie pas que Octeville, c'est une commune rurale et qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, encore, beaucoup moins qu'avant, mais encore un certain nombre, des maraîchers, et que nous avons le souhait de valoriser leur travail, le souhait de valoriser leurs exploitations, qui sont des entreprises, aussi contraignantes, voire même plus contraignantes qu'un certain nombre d'entreprises industrielles, des gens qui ont un savoir-faire, qu'il est nécessaire de faire connaître, qu'ils ont certainement envie de transmettre, et donc c'est de travailler avec eux pour leur permettre justement de développer leurs exploitations et les accompagner également dans l'aide à la transition écologique, parce que, à la différence de beaucoup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont dans l'agribashing, c'est-à-dire qu'il est de bon ton de taper sur les agriculteurs parce qu'ils utilisent des produits phytosanitaires, ceci, cela. Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'en fait, dans les années 50, 60, tous les agriculteurs étaient bio. Et que c'est l'État, c'est les consommateurs qui leur ont demandé de changer leur mode de production. Ça n'a pas été fait de leur propre chef, on les a un peu contraints et poussés. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que ces personnes, ces entrepreneurs, ces exploitations, il faut les accompagner au même titre qu'on les a poussés à faire quelque chose. Il faut leur permettre de revenir et de trouver des solutions. Il faut leur donner le temps et les moyens et surtout les accompagner dans le sens où réfléchir ensemble, parce que, et c'est là où aussi, quand on est chef-lieu de canton, on a une responsabilité. Quand on fait partie d'une intercommunalité et d'un département où il y a aussi également un tissu agricole très important, on a la possibilité de trouver des réflexions et de trouver des concertations et de mettre en place des dispositifs qui permettent à ces entreprises de concilier à la fois leurs revenus, parce que c'est important de maintenir leurs revenus, parce que je ne connais pas grand monde qui souhaite travailler pour rien. Deuxièmement, d'avoir une production dont ils soient fiers, et enfin, d'avoir un modèle économique qui concilie les deux, tout en respectant, parce que je pense qu'ils sont, pour tous ceux que je connais au moins, ils sont aussi fiers et ils ont envie également de trouver des solutions pour améliorer leur production, la qualité et se conformer, mais d'une façon générale aussi, il faut leur donner le temps et leur trouver les solutions qui leur permettra de travailler dans de bonnes conditions. L'environnement et l'énergie, dans les dispositifs, on a noté, quand on a étudié tous les problèmes auxquels on a été confrontés, qu'il y avait un souci sur la station d'épuration d'Octeville qui avait nécessité d'ailleurs que certains logements soient raccordés sur des fosses septiques au lieu d'être raccordés directement aux stations d'épuration. Donc on s'est dit également que ça serait pas mal de récupérer l'eau de pluie des bâtiments communaux et de permettre aux propriétaires pour lesquels les maisons n'étaient pas dans l'obligation de récupérer ces eaux de pluie de le faire, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour arroser, pour faire l'usage domestique qu'ils pouvaient en avoir. Lors de construction de bâtiments, on souhaite aussi regarder l'opportunité d'y installer des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire que d'avoir des bâtiments HQE à faible consommation d'énergie, etc., c'est intéressant, mais à partir du moment où le bâtiment peut produire sa propre énergie, c'est encore mieux, c'est-à-dire que une fois de plus, on anticipe les futurs coûts de production, les coûts de fonctionnement des bâtiments, et on réduit la facture énergétique à venir. On anticipe l'avenir, parce que, soyons clairs, que l'énergie électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui va continuer d'augmenter. Et en fait, il y a un troisième dispositif, parce que si on va sur le bord de la falaise, on se rend bien compte d'une chose, c'est que souvent, on y voit des décharges sauvages.
on y voit des tas d'immondices, que ce soit des gravats, que ce soit de la ferraille, enfin différentes choses. Et je pense que si on arrivait à permettre aux entreprises d'avoir, à partir du moment où elles trieraient leurs déchets, d'avoir un coût qui soit à zéro de leur dépose de déchets, on éviterait, on n'aurait plus aucune raison d'avoir des décharges sauvages, parce qu'il n'y aurait plus de coût, la raison serait simplifiée, et de ce fait-là, on pourrait sanctionner, parce qu'il faut effectivement voir avec la communauté urbaine à réduire d'une part le coût de dépose des déchets en déchetterie, et peut-être, dans ce cas-là, à partir du moment où il n'y a plus d'excuses d'être un pollueur, de sanctionner d'une façon beaucoup plus dure les gens qui, eux, créent des décharges sauvages. Le tourisme. On a la possibilité, sur notre territoire, de développer un certain nombre de choses. On y a réfléchi. Il y a des associations, d'ailleurs, comme Astonia, qui développent des circuits l'été sur les éléments du débarquement, entre autres les blocos et certaines zones. On a aussi mais on en a quelques-uns des monuments, on a des savoir-faire. Et donc, on souhaiterait regarder, réfléchir à avoir l'intégration, parce que notre commune ne passe pas du tout dans le GR21. On n'a pas de parcours, il n'y a rien. On a une des surfaces les plus importantes du département, avec, bon an, mal an, 4 km de large sur 8 km de haut, un peu plus même. Et il n'y a pas un seul parcours qui passe par notre commune, alors que d'autres communes beaucoup plus petites ont des morceaux de parcours touristiques. Donc on souhaite effectivement réfléchir et trouver des solutions pour intégrer ça, et éventuellement le faire en collaboration, parce qu'on a à l'inverse des associations à Octeville où il y a des gens qui marchent, où il y a des gens qui ont de l'énergie, qui font des choses. Donc pourquoi ne pas travailler ensemble pour trouver des solutions, pour développer et toujours améliorer l'attractivité de notre commune. La sécurité, la police municipale. La première des sécurités, c'est la sécurité routière. Enfin, une des premières, c'est la sécurité routière, c'est-à-dire que ça, c'est un point important pour nous, c'est que techniquement, on s'est rendu compte, alors ça s'est amélioré depuis quelques jours, 2-3 semaines. Merci, les élections sont quand même un très très bon moment pour avoir quand même une finalisation de beaucoup de travaux. J'espère, je fais un vœu pieux, mais j'espère que j'anticiperai suffisamment si vous décidez, vous et l'ensemble des autres concitoyens, de nous mettre aux responsabilités dans 10 jours, 12 jours. J'espère qu'on n'aura pas ce mode de fonctionnement qui est d'attendre la dernière minute pour faire les travaux. Donc, le fait, même s'il y a un transfert de compétences qui s'est fait de la voirie vers l'intercommunalité, je pense que le fait de réparer des nids de poules, le fait d'intervenir rapidement, ça limite les conséquences négatives, et le fait de rouler sur des rues sécurisées et d'avoir un entretien régulier de la voirie et de mettre en place un plan d'intervention, ça permettra effectivement de circuler dans de meilleures conditions. On souhaite également, pour les hameaux, en particulier pour tous les habitants, mais spécifiquement pour les enfants, réfléchir à avoir des plans de circulation pour que les enfants puissent aller au ramassage scolaire sans prendre trop de risques, parce que il y a de plus en plus d'habitants, de plus en plus de véhicules. La statistique pour Octeville, c'est 2,54 véhicules par habitation. Donc ça fait quand même beaucoup de monde sur les routes, beaucoup de risques, et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un accident, voire d'en attendre plusieurs, pour réfléchir à des modes de circulation sécurisés pour nos enfants quand ils vont à l'école. La mise en place de missions de préservation, c'est-à-dire que d'informer aussi, parce que dès le début de l'école, on apprend un certain nombre de règles. La police municipale peut avoir également une action qui soit une action constructive de prévention auprès des enfants, pour leur rappeler le code de la route, pour leur apprendre le code de la route, pour leur expliquer de quel côté il faut circuler la voie, pour éventuellement, alors non, porter un gilet jaune, sans manifester. Après, s'ils veulent manifester, ils manifesteront. Hein. Et on a également les mesures d'anticipation et de préservation de l'espace quand il y a les périodes de vacances.
quand il y a aussi les nouvelles fraudes auxquelles on est confronté, hein, les fraudes sur Internet, etc., c'est-à-dire de faire des interventions de sensibilisation pour les populations les plus à risque, et les autres, d'ailleurs, d'avoir des possibilités, effectivement, d'être informés, parce qu'on le sait, la fraude, entre autres sur Internet, s'est développée d'une façon extraordinaire, que ce soit d'ailleurs pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers. Et donc, il est important d'être informé, parce que, comme le dit le dicton, un tien vaut mieux que tu l'auras, mais une personne qui le sait en vaut deux, quoi. Donc, on a effectivement cette possibilité. Vous allez me dire que par rapport à tous ces éléments-là, ben, on a quand même beaucoup de dépenses. Alors, je tiens à rappeler que les dispositifs, en particulier des personnes, pour les résidences de personnes âgées, chaque dispositif nécessite un coût, mais va générer aussi des produits. Donc l'intérêt, c'est de faire en sorte que le montage de fonctionnement de l'allocation avec le coût d'investissement et le coût de fonctionnement arrive à l'équilibre. C'est simple. À la limite, il y a aujourd'hui beaucoup de structures d'accueil de personnes âgées privées qui se ruent sur tout un tas de projets, c'est parce que c'est très rentable. Alors, nous, notre ambition, c'est surtout pas d'avoir des coûts prohibitifs, parce que c'est pour permettre à des gens d'Octeville de pouvoir continuer à résider dans leur commune à des coûts relativement raisonnables. Parce qu'on est aussi conscient que même si le coût d'une EHPAD est de plus en plus élevé, le montant des pensions perçues, lui, il ne l'est pas. Donc il faut permettre à des personnes qui ont des pensions, des petites pensions, de pouvoir se loger correctement, décemment, dans notre commune. Donc nous ne voulons pas augmenter la fiscalité. Pour ne pas augmenter la fiscalité, les dispositifs, nous ferons aussi, nous anticiperons les demandes de subventions. Nous ferons en sorte de ne pas démarrer les travaux avant que les subventions ne soient obtenues et accordées. Et ça a été plus vite. Je suis peut-être un peu trop bavard. Et dès notre arrivée, pour s'assurer des finances dont on disposera, sans présumer de quoi que ce soit. C'est pas de dire les autres, ils ont mal fait ou ils ont bien fait. Non, c'est de savoir exactement de quoi on dispose. On ne peut pas gérer correctement une collectivité, une commune, sans savoir quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose. Donc, ma volonté, à ce niveau-là, ça sera de faire un audit financier dès notre arrivée. On aura par une structure indépendante, ce qui nous permettra de savoir exactement de quoi on dispose, si effectivement les sommes qui sont prévues sont là, les capacités d'investissement sont là, et en fait, pour vous dire, par rapport au complexe scolaire, sur le financement, c'est la fameuse salle que l'équipe adverse se propose de construire. Ben, nous, on réaffecte cette somme au complexe scolaire. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que une salle, pour moi, qui est pour se faire plaisir, qui n'aura pas forcément un usage et qui aura un coût important, ben je préfère effectivement que cette somme-là soit dépensée pour les enfants et avoir de l'autre côté, par contre, une maison cantonale des services qui, elle, s'adressera à tout le monde, peut-être avec un espace plus petit, peut-être sans une salle de spectacle de 600 places. Ça, je vous le conseille aisément. Mais je ne vois pas non plus beaucoup, parce que je me suis renseigné sur Le Havre, je n'ai pas vu beaucoup de salles de cette taille qui soient financées et qui soient surtout rentables. C'est-à-dire qu'au Havre, ils n'arrivent déjà pas à les remplir, ils n'arrivent pas à les amortir. Elles fonctionnent 3-4 jours par mois, pardon, sur la moyenne annuelle. Il y a peu de spectacles. Donc, après, il appartiendra à chacun d'entre vous, le 15 mars, de mettre le bulletin en se disant bah, j'ai envie d'une très belle salle, j'irai une fois par an, ou deux, ou je préfère effectivement investir pour mes enfants, ou les petits-enfants, ou les enfants de mes voisins, et avoir un plus beau complexe scolaire. Donc, actuellement, les chiffres qui nous sont donnés par le budget et le bilan de la commune sont ceux-ci, c'est-à-dire qu'il y aurait un excédent et donc une capacité d'autofinancement de 900 000 € sur l'exercice précédent. On va y revenir juste après, parce que pour moi, je pense que les chiffres comptables sont certainement bons, mais il y a un passif qui s'est cumulé et qui, lui, n'est pas connu. La commune a un niveau d'endettement de 5,3 millions, ce qui
faut dire les choses, est tout à fait raisonnable par rapport à la taille de la commune dans laquelle nous sommes. Et il y aurait une trésorerie de 2,3 millions au 1er janvier 2020. Donc, pour l'instant, n'étant pas en responsabilité, je ne peux pas vous en dire plus. Et enfin, quand je vous disais tout à l'heure qu'on souhaite anticiper, le plus gros problème pour nous, c'est l'état du patrimoine actuel. L'état du patrimoine, c'est l'école des lutins, où il y a des fuites depuis des années qui ne sont pas traitées. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on a 900 000 € d'excédent, je ne peux pas considérer qu'on parle d'un excédent quand on ne fait pas le travail nécessaire pour entretenir ce dont on a la responsabilité. Quand on laisse des enfants évoluer dans des classes comme ça, où il pleut, dès qu'il y a un peu d'eau dehors, c'est pas acceptable, me semble-t-il. Après, il appartient à chacun d'avoir sa position, mais pour ce qui me concerne, c'est pas normal. Si je vois l'entretien des infrastructures sportives, ça c'est les vestiaires du foot. Je pense pas que qui que ce soit fier d'avoir des vestiaires comme ça. Personnellement, si demain je suis maire, ça fera partie de mes priorités, de trouver des solutions pour que ça n'existe plus. Le littoral, alors ça se voit moins bien sur la photo, mais c'est un peu plus éloquent sur les seaux. Ça fait 12 ans qu'on a une très belle salle, que tout le monde nous envie, mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas une piscine, et pourtant il y pleut. En 12 ans, on n'a pas été capable de faire fonctionner la décennale, on n'a pas été capable de faire quoi que ce soit, il y pleut toujours, et cerise sur le gâteau, les frais de remise en conformité du toit, donc de l'étanchéité, et les éventuels frais de remise en état du parquet seront 100% supportés par les octroyés parce que maintenant ça fait 12 ans. Et les assurances, ça fonctionne sur 10 ans. Une décennale, c'est 10 ans, c'est pas 12, c'est pas 15, c'est pas 20. On doit faire les travaux, on doit déclencher les assurances bien avant. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est l'école des falaises. L'école des falaises, c'est, d'après l'équipe actuelle, le mot m'échappe d'ailleurs, c'est les conditions idéales de formation et d'éducation. Quelque chose comme ça, hein, j'ai dû lire ça quelque part. Et quand vous voyez les dalles de faux plafond, vous apercevez que les conditions idéales, c'est quand même pas extraordinaire. Quand je vois les dalles, les plinthes qui sont imbibées d'eau, c'est que les murs suintent l'eau. Ça a 4 ans. Et vraiment le plus éloquent, et là j'ai plus rien à dire pendant quelques secondes, ce qui va me permettre de boire un verre d'eau. Attention, ne courez pas, ne courez pas, ne courez pas. Ouais. Oh là là, c'est la catastrophe, la catastrophe. Non, 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 Sophie reste pas là parce que là, avec... Cette vidéo a été prise le 13 février dernier. Voilà les conditions dans lesquelles aujourd'hui nos enfants vont à l'école. Alors la priorité pour nous aussi, parce que quand on creuse un peu tous les sujets, le contrôle de la chaîne de distribution des repas. Aujourd'hui, dans l'école des lutins, les repas ne sont pas servis dans de bonnes conditions. Ils partent de la cuisine centrale, ils arrivent à l'école des lutins, mais la salle dans laquelle ils sont réchauffés, préparés, est une salle dans laquelle il y a également
du matériel qui n'a rien à voir avec les produits alimentaires, ce qui fait qu'on est hors norme. Bien évidemment, l'entretien des locaux et au premier chef, l'entretien des écoles, parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à la base, je suis électricien, donc j'en sais peut-être un peu plus, mais l'eau et l'électricité, on m'a toujours appris que ça n'allait pas vraiment ensemble. Donc, je pense qu'il est nécessaire... Alors, je vais vous dire, il y a eu un document qui a été récemment distribué aux parents d'élèves pour expliquer que les travaux sont programmés. Le problème, c'est que ça fait 4 ans qu'on programme des travaux et qu'il va y avoir des expertises. Alors, clairement, il y a un moment, il faut agir. Et si effectivement, ça coûte un peu, bah tant pis. Il faut assumer. Je ne pense pas que ça soit le jour où on ait un enfant qui soit électrocuté ou un enseignant, qu'il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Bien évidemment, comme je le disais, l'état des lieux des voiries, c'est-à-dire qu'en fait, on est conscient qu'aujourd'hui, c'est l'intercommunalité qui va gérer la réhabilitation, l'entretien et la gestion des voiries. Mais rien ne nous empêche de faire un état des lieux, de travailler en amont et d'indiquer quelles sont les zones sur lesquelles on a besoin que les interventions se fassent le plus rapidement possible. On a besoin d'être en capacité d'aller voir, et de toute façon, les élus d'Octeville sont membres de la communauté urbaine, et on a la capacité, on a le devoir de défendre notre commune face à l'ensemble. Et c'est vrai que notre commune est beaucoup plus étendue que la moyenne des autres communes. Et donc les budgets auxquels on devra pouvoir accéder, nous permettant de refaire ces travaux, devront être nécessairement plus importants. Non pas au prorata du nombre d'habitants, mais au prorata de la surface. C'est-à-dire que les clés de répartition, c'est-à-dire que la règle d'affectation des budgets devra se faire non pas au nombre d'habitants, mais à la surface. Et ça, je me ferai fort de me battre sur ces sujets, parce qu'il est clair qu'une commune beaucoup plus petite a beaucoup moins de besoins en voirie que nous n'en avons. Ça me paraît évident. Et bien évidemment, surtout aussi pour les hameaux, qui sont malheureusement, dans la plupart des cas, les enfants pauvres de la commune. Anticiper les besoins de la rentrée scolaire 2020, bien évidemment, parce que quand on voit l'état des écoles, alors, miraculeusement, le toit de Jules Verne, c'est pour ça que vous n'avez pas eu le droit aux photos de Jules Verne ce soir, a été refait pendant les vacances. Il y a quand même eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les 6 derniers mois. Il devrait y avoir des élections tous les 6 mois, on gagnerait du temps. Faire un point sur le projet Écobourg et le stationnement. On m'a posé la question, qu'est-ce que je comptais faire du projet Écobourg et qu'est-ce que j'envisageais de faire par rapport à ça. Bien évidemment, je me suis renseigné pour avoir le maximum d'informations sur ce projet Écobourg, qui a changé de périmètre, sur lequel il y a eu beaucoup de choses de dites, en particulier sur l'acquisition du foncier permettant de développer les projets. Et à ma connaissance, tous les projets ne peuvent pas déboucher, pour une raison toute simple, c'est que tout le foncier n'a pas été acheté. Donc aujourd'hui, je n'ai pas non plus connaissance dans le détail de tous les projets. Donc la première chose, ça sera de voir ce qui a réellement été engagé, de voir effectivement aussi à trouver des solutions pour augmenter le nombre de stationnements, parce que de toute façon, tel qu'il est imaginé, je ne pense pas que le projet soit réaliste. Alors certainement, en construction, il est réaliste. Hein. C'est comme la construction des logements, des 30 logements, là où était le bâtiment Etna. Sur le papier, ça marche. Hein. Le papier refuse pas l'encre, donc on peut construire ce qu'on veut. Hein. On aurait pu même mettre une tour de 15 étages, pourquoi pas. Le problème, c'est que construire 30 logements en limite d'une zone d'activité, en considérant qu'on va avoir au minimum 2 ou 3 enfants par logement, ça veut dire qu'on va avoir 60 enfants qui vont galoper et qu'on va faire jouer là où des entreprises travaillent. Des entreprises de métallerie, des entreprises de différents corps d'État, et donc tout ça, ça va être des problèmes. Donc, anticiper les besoins de la rentrée 2020, travailler sur le projet Écobourg et donc travailler sur le stationnement, ça sera également un élément qui sera remis en place. Ensuite, on travaillera sur la résidence en colocation dans un premier temps, parce que le projet de résidence sur l'école Jules Verne, lui, ne pourra intervenir que bien évidemment qu'une fois que le complexe scolaire sera créé. La réalisation du complexe scolaire et bien évidemment la maison cantonale des services, où il faudra effectivement trouver certainement, parce que cette maison-là, on a prévu de l'implanter en finalité, là où se situent les lutins, mais
on veut trouver une mesure intermédiaire, c'est-à-dire qu'avoir déjà un espace, un environnement qui nous permettra d'accueillir des gens et de trouver des solutions.